Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour à tous, salut Bertrand. Bonjour Janine. Cher Bertrand, Oui, certaines Janine. opérations de jardinage sont délicates et si on les fait bien, on prépare de grandes satisfactions, n'est-ce pas? Alors, c'est un balado qui répond à bien des angoisses de jardiniers. Je vous le dis, là. Alors, Angoisse. Oui, Oh mon Dieu, Oui. tu vas fort aujourd'hui. un peu. Mais Tu vas fort. Ben oui, on va parler de la plantation des arbres et des arbustes fruitiers, qui est une période très critique et très sensible pour les plantes. Donc, elle doit être entourée de beaucoup de précautions. d'autant que ces petits arbustes-là coûtent un certain montant. Alors, tu veux C'est pas ça. rater ton coup. Puis, tu ne veux pas recommencer 20 fois. Non plus. Non plus. Non plus. Alors, les précautions, hein, qui ont leur raison d'être là, quand on décide de planter des arbustes ou des arbres fruitiers. Comme je le dis souvent, une plante, ça n'a jamais été conçu sur des roulettes. Donc, Ouais. une plante, ça, dans la nature, ça naît, ça pousse, puis ça meurt à l'endroit où les éléments, donc la faune, le vent, l'eau, l'ont placé. Hein? Donc, ça n'a jamais été changé pour être déplacé. Et donc, quand on la déplace, il y a un choc, ce qu'on appelle le choc de transplantation. Et on réalise pas ça. Parce Non, que on réalise pas ça ça. fait très longtemps C'est qu'on ça, on le transplante. fait. On va C'est ça. au centre jardin, on apporte notre petit pot, puis Je le voilà. compare, et toute comparaison étant boiteuse, un petit peu boiteuse, je compare à un choc comment ça s'appelle en médecine, là, quand tu te fais d'opération, un choc d'opération. Là. Une Oui. fois que tu t'es fait opérer, tu t'es fait ouvrir. Ton corps n'est pas fait pour être ouvert par un scalpel, ben, c'est un peu la même chose. C'est ça. C'est Alors, un peu la même chose. bon. Alors, elle est fragilisée. C'est ça, la plante est On va fragile. dire ça. Alors, il y a des éléments qui sont importants à considérer au moment de la plantation. Il y a 3 éléments, on va y revenir en détail. La bonne période, le bon moment et la bonne préparation. Il faut être bon partout. Il faut être bon partout. Alors, la bonne période, Bertrand. Bon, ça va varier selon la manière dont les plantes sont commercialisées. OK? Alors, tu distingues ça comment? Bon, les plantes à racines nues. Souvent au printemps, de plus en plus, on vend des plantes à racines nues. Ça se fait tôt au printemps, après la période de gel et avant les fortes chaleurs. Quand on dit à racines nues, c'est qu'il n'y a pas de feuilles dedans. Hein. Il n'y a aucune feuille dedans. Il n'y a pas de feuilles, puis les racines ne sont pas enveloppées. C'est ça, les là, racines ne c'est sont ça. pas enveloppées. À l'automne, dès que les feuilles commencent à jaunir et avant les premières gelées. Ça, c'est la période idéale pour les plantes à racines nues. OK. Maintenant, pour les plantes en pot, en motte ou en mini-motte, là, ce qu'on appelle les plugs des fois, les mini-mottes, ça peut être de manière continue. Hey, ça pourrait être le nom d'une bande dessinée pour enfants. Minimotte. Oui. De la mi-avril à la fin octobre. OK? Ce qui est important, c'est l'arrosage. On va y revenir aussi. Il faut éviter les périodes de gel intense et de canicule. Il ne faut pas qu'il fasse ni trop froid ni trop chaud. Là, il faut quand même qu'il y ait une bonne température. Alors, avec ça, c'est un bon départ. Oui. Hein? Bon, maintenant, on conseille souvent de planter au printemps. Oui, la plantation printanière, un avantage, ça fait des belles racines, ce qui va faciliter la croissance, puis un bon métabolisme des tiges, des branches, puis des feuilles, et une meilleure résistance aux intempéries. OK? La plante est mieux équipée pour affronter les froids. C'est surtout intéressant pour les plantes moins rustiques. On peut planter à l'automne, mais moi, je préfère bien planter au printemps. La plante a le temps de faire des belles racines, de bien se faire. Il y a des méthodes de plantation à l'automne, mais moi, je préfère planter au printemps. Ben oui, puis en plus, la plante peut se rattraper C'est ça, par bon temps pendant plusieurs Puis mois. c'est plus facile de suivre l'arrosage, puis ainsi de suite. Là. Bon. Alors, tu as parlé de la bonne période. Maintenant, tu vas nous éclairer pour le bon moment. Le bon moment, parce qu'il faut éviter le dessèchement des plantes, surtout pour ce qui est des racines nues puis des mini-mottes, parce que les mini-mottes, il n'y a pas beaucoup de racines. Les racines nues, c'est la même chose. Eh oui. Donc, on va essayer d'opérer tôt le matin ou en fin
à la fin d'une journée ensoleillée. Idéalement, le temps nuageux, c'est parfait pour planter. Mhm. Et même le temps avec un petit crachant, là. Pas une grosse pluie, là, mais une petite pluie fine, là, c'est encore meilleur. Mais des fois, c'est embêtant parce que ça fait un peu de boîte, comme on dit. Donc, plutôt nuageux. Des bonnes bottes de caoutchouc, Oui. puis c'est pas un C'est problème. ça. Hein? Mais par temps nuageux, c'est le meilleur temps Oui. pour transplanter. Et si possible, il faut protéger les plantes du dessèchement. Tu fais ça, tu les protèges du dessèchement à partir du... Voilà. Comment les préparer et puis les éviter le dessèchement? Les plantes à racines nues, ça c'est très très important. Les racines doivent rester saines et bien humides avant la mise en terre. OK? Et bien humides. Je vais vous donner un petit truc pour les humidifier. Quelques minutes avant la plantation, on coupe à l'aide d'un sécateur ou 1 ou 2 cm à l'extrémité des racines. Ça, c'est parce que souvent, quand ça a été arraché, ça a été mal coupé. Quand on va couper la racine, ça va permettre une meilleure cicatrisation puis l'émission de nouvelles racines. Fait que c'est important de retailler, en fait, les tes racines. racines. Nues. On va praliner ce qu'on appelle les racines. On va faire du pralinage. On va mélanger dans un grand bac ou une brouette une partie de terre à jardin avec une partie de compost qu'on va bien mixer, bien humidifier. Il faut que ça fasse une boue, un mélange qui colle aux racines. Il ne faut pas que ce soit trop humide là, pour être de l'eau, puis il ne faut pas que ce soit trop sec, il faut que ça colle, OK? On va plonger les racines là-dedans, et puis on va les mettre en terre après. Ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de couche qui va protéger la racine et qui va empêcher la racine de s'abîmer. C'est un terme qu'on a emprunté à la cuisine, praliner. Oui, c'est ça, hein? c'est le pralinage, là. Oui. Donc, après ça, on peut tailler sévèrement les branches une fois qu'on a planté, on peut supprimer jusqu'à un quart de la superficie foliaire potentielle là, pour éviter les problèmes. Oui. Puis on peut éliminer les branches de mesurant moins de 60 cm. Là. Bon, fait que ça, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. On recoupe, puis c'est même salutaire. C'est ça. OK. Les plantes en mini-motte, elles doivent être gorgées d'eau. Parce que c'est des toutes petites mottes. Donc, on va les plonger dans un bac plein d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air et qu'elles apparaissent à la surface. OK? Mm-hmm. Donc, c'est ça. Puis, on fait une petite tâche de nettoyage avant ou après la plantation. Ça, c'est au choix. Bon. Okay? Oui. Les plantes en pot, maintenant. Il faut qu'elles soient bien humides. On va arroser avant la mise en terre. On ne met jamais en terre une plante sèche parce que c'est très, très dur à la réhumidifier par la suite. On va couper, donc on va bien l'arroser. S'il faut même, les pots qui sont assez petits, on va faire tremper dans une chaudière d'eau ou dans une brouette. Là, pour vraiment les imbiber. Puis parfois, faire attention, il faut parfois les arroser 2-3 fois s'ils sont très, très secs. On supprime les branches brisées avant ou après la plantation. OK. Alors, tu fais tout ça, mini-motte, plantes en pot, puis tout ça. Maintenant, la bonne méthode pour... Donc, c'est les grands préparatifs, là. Quand tu dis la retaille, puis tout. Oui. C'est ça. Ça, c'est les grands préparatifs. Okay. Puis ensuite, la bonne méthode pour... Les manipuler. Oui. C'est ça, les manipuler. Oui. Alors, pour les manipuler, on va les charger au chargement et au déchargement. C'est un moment critique, il faut avoir de nombreuses précautions. Oui. On évite les bris aux tiges et aux branches, les blessures au tronc. On manipule afin de réduire au minimum. Donc, on ramasse ou on livre quelques heures avant. On fait livrer quelques heures avant ou à peine quelques jours avant la plantation. C'est particulier, mais on essaie. Quand on commande, on ne commande pas 3 semaines avant, puis on laisse ça 3 semaines dans le garage. Là. Non. Ni quoi que ce soit. Surtout pas. Donc, il faut décharger à proximité de l'endroit où aura lieu la plantation définitive. Plus c'est lourd, plus c'est gros, plus il faut que ce soit proche. Mais c'est ça, parce que si tu as le transporté, là, tu peux causer des blessures. Voilà, OK. Bon, alors si on peut procéder... Alors, si on peut pas procéder, justement, à la transplantation tout de suite... C'est ça. On peut les entreposer. Oui. OK, donc, pour les plantes en pot et en motte, on les met à la mi-ombre ou à l'ombre. On ne les met pas en plein soleil. On essaie de les mettre dans un endroit un petit peu ombragé. On vérifie quotidiennement le niveau d'humidité dans les pots et on place sur une surface plane bien perpendiculaire. OK? Donc, il ne faut pas que le pot soit croche. Parce que sans ça, ce qui va se passer, c'est que l'eau va aller toute d'un côté, puis il y a une partie qui ne sera pas arrosée, puis une partie qui sera trop arrosée. Pour la période d'entreposage, pour être bien certain que toutes les parties de la motte sont mouillées quand tu arroses. Là. OK. Pour les plantes à racines nues, en tout temps, puis je dis bien en tout temps, les racines doivent être couvertes d'une toile qui est maintenue constamment humide. Ça veut dire que s'il fait très chaud, la toile, il faut peut-être l'arroser 2 à 3 fois par jour. OK? Les racines, il faut savoir que des racines qui sèchent durant plus de 2 heures, on perd 50% de la possibilité de reprise.
C'est pas 2 négligeable. heures. En 2 heures, si vous les laissez au soleil pendant 2 heures, Oublie. il y a 50% une chance sur 2 que les plantes ne reprennent pas. Oui. Donc, c'est beaucoup de travail pour rien. Oui. On les met dans un espace à l'abri du vent, du soleil et du gel. On les plante idéalement au jour de la réception. S'il y a de plus en plus qui font des commandes par Internet, quand vous avez vos commandes faites vos trous d'avance, préparez vos affaires d'avance. Dès que vous recevez vos plantes, vous humidifiez les racines, vous faites votre pralinage et vous les plantez. On peut aussi, si on n'a pas le temps, enterrer temporairement les racines dans une jauge qu'on appelle. Donc, on met les plantes temporairement en jauge pour protéger les racines, mais on surveille les arrosages continuellement et on prépare le trou de plantation une fois avant de sortir les plantes de l'entreposage. Parfait. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup, c'est intéressant. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort. Fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez des outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, on revient à nos plantations d'arbustes fruitiers et d'arbres. Oui. La bonne méthode pour préparer la zone de plantation en pleine terre. Bon, alors, si on est sur du terrain gazonné, on enlève une galette de gazon. La galette de gazon peut être compostée, hein, donc on perd pas ça. Et le diamètre doit être 2 fois supérieur au diamètre de la motte ou des racines une fois étalées quand on a des plantes à racines nues. Donc, on regarde un peu comment ça s'étale normalement, puis on multiplie par 2 à peu près la surface. Et en profondeur aussi, on peut multiplier par 2. Au moins une fois, mais une fois et demie minimum jusqu'à 2. Quand on a du gazon, on peut protéger à l'aide d'un plastique ou des panneaux de bois les parties gazonnées pour éviter le tassement des parties gazonnées. Parce que si vous pilotez, comme on dit, autour du trou plusieurs fois, votre gazon va être abîmé à cet endroit-là, vous n'aurez pas besoin de refaire. Donc, c'est pour protéger le terrassement déjà existant. Puis en plus, c'est plus facile à nettoyer après la transplantation. C'est ça, en plein ça. Sur un terrain non gazonné, on supprime les herbes indésirables, particulièrement ceux qui sont vivaces. On ramasse les débris, les cailloux, puis autres éléments indésirables avant de planter, comme on le ferait sur une surface ordinaire. Bon. Puis maintenant, est-ce qu'on doit modifier le sol? Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est plus conseillé de modifier en profondeur le sol lors d'une plantation. Ça, il faut bien faire attention à ça, c'est très important parce qu'on a souvent dit, vous enlevez le mauvais sol, vous rajoutez du bon sol et le tour est joué. On sait aujourd'hui que c'est pas une bonne chose. Pourtant, ça a été fait pendant des dizaines d'années, on a répété ça, mais c'est pas une bonne chose. Il faut conserver le sol qu'on a. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est le bon arbre, la bonne plante au bon endroit. Donc, on a adapté la plante aux conditions de sol. On n'essaye pas de faire le contraire. OK. Donc, tu ne peux pas prendre n'importe quelle sorte d'arbre. Si c'est un sol particulier, c'est très dur. C'est ça. Si c'est un sol glaiseux puis une plante qui va dans un sol sableux, il faudra changer de grandes quantités de terre pour arriver là. T'sais. Puis tu aurais des problèmes peut-être dans les années à venir. C'est pour ça qu'on a des difficultés avec les plantes déséricacées, notamment les plantes de mousse de tourbe de sphinx, parce que c'est tellement dans un sol très, très acide, puis qu'à Montréal, dans la région de Montréal, on a dans la glaise qui est très lourde, qui n'est pas du tout acide. Oui. Là, pas partout, là, mais en général, pas beaucoup acide. Mais si tu modifies, c'est ça, tu peux avoir... pour les premières années, ça va aller, mais à plus long terme, ça ne marchera plus. Au bout de 2 à 5 ans, on va se rendre compte que la plante, finalement, comme je dis toujours, c'est un gros bébé gâté. Hein? Là, on lui a mené la bonne terre, elle était dans la bonne terre, mais là, quand il s'agit d'aller dans la mauvaise, elle ne veut plus y aller. Elle ne veut plus se forcer. Donc, elle va se forcer à rester dans la bonne terre, puis à un moment donné, ce que vous allez vous apercevoir, c'est que la plante va péricliter. Vous allez vouloir l'arracher, puis vous allez apercevoir que les racines n'auront pas été en dehors du trou.
Okay? Alors que si vous conservez l'ancienne terre, vous pouvez l'amender un petit peu, mettre un petit peu de compost, mais si vous conservez l'ancienne terre, vous n'aurez pas ce problème-là. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors, il faut s'en souvenir et c'est moins de travail. Tu mélanges juste un petit peu. C'est ça, principalement pour les plantes gourmandes, là, puis un petit peu de compost pour aider à la reprise, mais ça suffit. Fait que c'est une bonne idée d'ajouter du compost? Un petit peu, oui, pour juste les plantes gourmandes, puis pour aider à la reprise. Qu'est-ce que tu dirais comme plante gourmande? Des exemples? Dans les arbres fruitiers? C'est parce que tout dépend un peu d'enracinement. Dans les arbres fruitiers, il n'y en a pas tant que ça. Là. Je ne me souviens pas comme les abricotiers, les pêchers, les choses comme ça. Là. Ça demande un petit peu plus. Ça demande un peu plus. Ouais. Là. Mais non, parce que j'aurais tendance à dire les poiriers et les pommiers. Mais les poiriers et les pommiers, si on utilise les bons porte-greffes, on n'a pas ce problème-là. C'est pour ça là, qu'il y a une adéquation. Mais normalement, on devrait en mettre pas beaucoup parce qu'on a une adéquation entre le sol et la plante. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est bien d'ajouter des mycorhizes au sol? Oui, c'est une bonne idée, sauf qu'il faut que les mycorhizes soient mis directement sur les racines ou sur le pourtour de la motte et que ça doit être bien arrosé. Il faut arroser, votre sol doit être bien arrosé parce que sans ça, les mycorhizes vont mourir. Elles prennent de l'humidité, les mycorhizes. Dès que vous les activez, elles prennent de l'humidité. Sauf il y en a un qui ne prend pas, c'est les éricacées, là. OK, les vaccinales, les bleuets, les raisins d'ours et tutti quanti, là, il y a des mycorhizes pour les éricacées, mais ils ne sont pas vendus dans le commerce. OK, les professionnels en ont, j'imagine? Oui, mais c'est rare, même on en met pas, on en met rarement. Là, donc, ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de mycorhizes, mais que vous mettez un petit peu de compost maison qui est bien vivant, vous allez avoir de la mycorhize là-dedans. Parce qu'automatiquement, dans un compost maison, il y a de la mycorhize. Alors là, on a préparé notre fosse. C'est ça. Là, c'est tout bien préparé. Comment on procède à la plantation en pleine terre? Ça, c'est le moment le plus... formidable. Formidable. Là, tu rêves. Je vais pas vous l'expliquer parce que ça serait beaucoup trop long. Ça nous prendrait 40 minutes d'explication. Mais, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, sur le site de Radio Légumes, sur la page de Radio Légumes, vous allez trouver un petit dessin qui vous explique, là, vous allez tout de suite très bien comprendre comment tout est placé, là. Donc, vous allez sur Radio Légumes. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très, très important, c'est que la plante est installée à bonne hauteur. C'est-à-dire que le collet ne sera ni trop bas, ni trop haut. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le collet, c'est bien visible. Même un amateur peut très bien l'identifier. Alors, le collet, oui, c'est la partie où les racines commencent puis les tiges finissent. Où les tiges finissent et les racines commencent. C'est comme vous voulez. Et vice-versa. Et vice-versa. Oui. Okay? En général, c'est une petite partie qui est à la fois un petit peu blanche en bas, un petit peu brune en haut. Et puis là, c'est la hauteur où normalement il y a la terre quand il est arraché ou dans le pot. Dans le pot, vous l'avez, le niveau. Mais si vous êtes en pot, mettez à peu près au même niveau. Un demi-centimètre de plus, c'est pas trop grave. Mais n'enfoncez pas votre plante de 10 cm parce qu'elle va mourir. Okay? Pour les arbres fruitiers, notamment les pommiers, les poiriers, souvent vous le voyez parce qu'il y a le point de greffe. Et le point de greffe non plus ne doit pas être enterré. OK. Puis le point de greffe est à la base aussi. La plupart du temps, il est à la base, mais pas tout le temps. Des fois, il est un petit peu plus haut que la base. Donc, il faut aller chercher le collet. OK? C'est un petit peu compliqué. Et puis, on peut protéger les troncs. On peut aussi protéger les troncs qui sont une partie sensible. Si, par exemple, on a des gros arbres fruitiers qu'on transplante, on va mettre des cartons autour de la tige pour protéger le tronc, là, pour pas qu'il y ait d'abîmer. La partie où les racines puis les tiges se rejoignent, ce fameux collet, c'est un endroit extrêmement sensible de la plante. Parce que les vaisseaux des racines deviennent des vaisseaux de tiges, là, et là, ça se complique la vie. Là. C'est vraiment sensible. C'est vraiment un point. Bon, OK. Alors ça, c'est très bien expliqué. Et comment planter maintenant dans un sol qui est, m'entends parler un peu tantôt de Montréal, c'est argileux. Un sol qui est... Avant, je voulais revenir sur le point de greffe, là. Oui. Donc, il ne faut vraiment pas l'enterrer. Je vais revenir là-dessus. Mais il y a des petites exceptions que j'ai oublié de vous donner. C'est les abricotiers, les pêchers puis les pruniers en climat vraiment nordique. Ceux-là, on peut enterrer les points de greffe parce qu'on va éviter l'éclatement dû aux froids hivernaux. Oh! OK, donc on peut les positionner un petit peu plus bas pour les protéger du froid. Okay. Sous le sommet, combien tu pourrais les caler dans la terre? Mettons un demi-pouce, là, entre un pouce et un demi-pouce. Là. Et ça, c'est suffisant pour protéger de l'éclatement? Oui, ça va éviter l'éclatement. Okay. Mais uniquement abricotiers, pêchers, pruniers, là, surtout les pruniers japonais. Là. Pour le reste, on ne les enterre pas. Bien. Alors, comment planter maintenant en sol argileux, comme à Montréal? Alors, dans les sols argileux, bon, là, la petite histoire des sols argileux. Souvent, on entend dire que dans les sols argileux, on fait une butte. Ouais. Mais il faut faire attention, c'est quoi la butte?
Si vous faites une petite butte, hein, puis souvent les gens, ils vont enfoncer aux 3/4 leur pot, puis après ça, ils vont recouvrir de terre le dessus du sol, là. C'est une très mauvaise idée. Mais ça garde pas l'eau. Tout simplement, ça garde pas l'eau. Oui. Puis ce qui va se passer, c'est que les racines vont aller dans la bonne terre, puis elles vont pas aller dans la mauvaise. Puis au bout de 4-5 ans, on va avoir des plantes qui tombent, qui meurent parce qu'elles ne sont pas. Donc, OK? le même problème que ce que tu évoquais tantôt, dans un sol qui serait très dur. C'est ça. Dans un sol argileux ou encore un sol, on dit qu'il n'y a pas de sol, un sol pas très épais, il faut faire de très grandes buttes, de très larges buttes, OK? C'est quand vous êtes dans un verger, la butte n'est pas toute petite, elle est très large, elle est parfois même presque aussi large que l'arbre lui-même, OK? Donc, il faut faire attention quand on parle de butte, il faut que les buttes soient très larges, OK? La bonne technique, ça consiste à choisir la bonne plante au bon endroit avec le bon porte-greffe pour le sol. Avec ça, vous n'avez pas trop de problèmes. Et si vous surélevez au maximum de 5 cm. C'est très, très peu. C'est très peu. Là, c'est 1 pouce et quart, là, à peu près. Donc, très, très peu. Le vrai coup pour planter un sol argileux, c'est de faire un trou assez grand pour que l'eau puisse se promener dans le trou, là, parce que ça est souvent compacté. Oui. Et l'autre chose très importante dans un sol argileux, c'est de ne pas lisser le fond et les côtés. Les gens, ils ont l'habitude de faire un trou, après ça, ils prennent la pelle puis ils lissent les bords. Très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous faites, avec la glaise, vous faites comme dans un pot, hein, comme dans un pot de terre cuite, vous enfermez l'eau, puis l'eau ne peut plus s'en aller. Au contraire, vous prenez une fourche bêche, puis vous cassez petit peu, vous brisez, puis le fond, ce que vous faites dans le fond, vous prenez votre fourche bêche, puis vous retournez le fond, là, vous ouvrez le fond pour que l'eau puisse s'écouler le plus possible. Okay. Donc, Paul, c'est pas faire de la poterie, finalement. C'est une grosse tasse. C'est en plein ça. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous vous passionnez pour la culture des fruits? Je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, Étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il y a une autre question qui revenait souvent quand on avait l'émission. On tuteur ou on tuteur pas? Bon, et alors... pourquoi on tuteur? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme diraient mes ancêtres. Hein? Donc, à racines nues, oui, on tuteur. Toujours. Simplement, c'est que la plante n'a rien pour se retenir. S'il y a un coup de vent, là, elle part au vent. En pot, surtout là où les plantations sont venteuses. Si vous en avez un endroit très venteux, vous allez vous retrouver qu'au bout d'une demi-heure, là, votre plante est couchée. Là, en motte, si la motte est très lourde, l'arbre, il ne bougera pas. Là. Hein? À moins que ce soit vraiment extrêmement venteux. Là. Mais en pot là, ouais. À racines nues tout le temps, puis en pot, suivant les situations. Okay. Puis maintenant, où tu le places, ton fameux tuteur? Parce qu'on a toujours peur de briser les racines, c'est vrai. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on place le tuteur du côté du vent dominant, de manière à ce que le tuteur, quand l'arbre est poussé hors du tuteur, plutôt que de pousser vers le tuteur. Je vais le dire comme ça, hein, c'est plus simple. Donc, vous mettez votre tuteur, puis il faut que l'arbre, quand il vente, s'en aille à l'extérieur du tuteur, pas vers l'intérieur. Et c'est là que le tuteur travaille. Donc, c'est ça. Il retient l'arbre. Il retient l'arbre. Si vous le mettez à l'ouest, le vent est d'ouest, l'arbre, lui, le vent va toucher le tuteur, puis toucher l'arbre après. Mais si vous le mettez à l'est, le vent va toucher l'arbre qui va venir toucher le tuteur, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. On ne plante pas les tuteurs dans la motte. Jamais, jamais. Jamais, toujours à l'extérieur, parce qu'on risque d'abîmer la motte. Okay. Et on peut aussi, si on veut, planter 2 tuteurs. Dans le cas des 2 tuteurs, là, on le plante plus dans le sens du vent, on va le planter en travers. Là. Donc, si on a un vent d'ouest,
on va planter nord-sud, et donc ça retient. l'arbre va être retenu des deux côtés. Puis, il y a un appareil qui aide à planter les tuteurs. Oui. Parle donc de ça. C'est tellement pratique. Bon, ben ça se loue dans toutes les bons centres de location. Là. Je ne sais jamais le nom, là, un plan de tuteur, je pense qu'ils appellent ça. Là. Mais ça dépend. Si tu en as juste un, c'est compliqué, il faut les louer. Mais si tu en as plusieurs, ça marche. Oui. Quand tu fais une espèce de tube là, avec de poids, puis on le prend, puis on le laisse descendre sur le tuteur. Là. Ça dépend toujours du sol. C'est en acier, cette affaire-là? Oui, c'est en acier, puis c'est vide. Là. C'est comme, un cylindre, mais pas très gros. C'est ça. Mais ça va bien. C'est ça. Bon. On laisse le tuteur en place combien de temps après? Et voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Est-ce qu'on en met ou n'en met pas? Oui, c'est une chose, mais quand est-ce qu'on l'enlève? La vraie question. On va dire qu'on l'établit à partir du moment que l'arbre est établi, c'est-à-dire au premier signe de que la croissance est normale. OK? C'est-à-dire que vous plantez votre arbre au printemps, à l'automne, il a fait ses feuilles normalement, puis il a fait ses feuilles, vous pouvez enlever le tuteur. Avant le premier hiver? Avant le premier hiver ou après le premier hiver. Parce que si je vous dis ça, puis vous dites en enlevant au mois de mars, il n'y aura pas de feuilles. Si vous voyez que la plante n'est pas tout à fait encore reprise, elle a encore un petit peu de difficulté, vous le gardez encore, OK? Pour donner une petite chance, là. Ouais. Sauf que on ne devrait jamais dépasser 2 ans. Bon, jamais dépasser 2 ans. On peut mettre un tuteur, oui, c'est pas vrai qu'il ne faut plus mettre de tuteur, c'est pas tout à fait exact. On peut mettre un tuteur dans un certain nombre de considérations, OK, pour que la plante. Mais une fois qu'on a mis le tuteur qui reste 3, 4, 5, 6 ans comme ça se faisait, ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la plante, elle, on va encore c'est un gros bébé gâté, il va être supporté, fait qu'elle n'a pas besoin de créer ce qu'on appelle des cellules de fluxion, OK? Et là, la plante... Des cellules de fluxion. Oui, il y a une fluxion qui se fait. Et donc, j'ai bien le mot, fluxion, je pense. Tu regardes avec un... Je ne sais pas. À moins que ce soit un terme technique. Ben, c'est-à-dire que quand la plante bouge, les cellules se renforcent. Okay. Il y a des cellules qui se renforcent pour que la plante se tienne. C'est un processus naturel. Donc, si vous mettez un tuteur, vous empêchez à la plante de se retenir, de former ces cellules-là, OK, qui sont des cellules qui vont mieux la retenir. Et donc, le jour où vous allez enlever le tuteur, il va casser parce qu'il n'aura pas eu de... Vous l'avez laissé au biberon trop longtemps, là. Tu sais, vous l'avez... Pas de force musculaire. Pas de force musculaire. Tiens, bonne idée. Tu lui enlèves la colonne vertébrale, mais les muscles tiennent tout seuls après. L'idée, c'est que si c'est 1 ou 2 ans, vous ne le savez pas, vous testez la plante. Vous secouez un peu la plante. Si vous voyez qu'elle commence à se déraciner, c'est qu'elle n'est pas assez reprise, vous laissez le tuteur. Sans ça, vous pouvez l'enlever. Donc, tuteur, oui, dépendant des cas, mais jamais plus d'1 an, maximum 2 ans. Okay. En général, c'est plus d'1 an. Moi, je l'enlève après le premier hiver. Bon, mais on ferait 2 ans, puis ce ne serait pas plus grave. C'est si ça. J'ai mes plantes qui ne reprennent pas, mais j'ai mes plantes qui reprennent. Oui, parce qu'on est optimiste. Et puis, tu utilises le terme de reprise. Quand on parle de reprise chez les plantes, ça veut dire que la plante recommence à pousser normalement. C'est ça que ça veut dire, la reprise. Fait que tu vois son cycle. Là. Elle fait ses feuilles, elle fait ses fleurs, et ainsi de suite. OK, parfait. Alors, les soins apportés après la plantation, qu'est-ce qu'on fait? L'arrosage. Fort, l'arrosage, oui. C'est très important. Donc, plus la reprise est longue, plus le suivi d'arrosage est important. Hein, donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas tombé dans la reprise. Là. C'est pas revenu à normal. On surveille les arrosages. On remplit la cuvette d'arrosage. Puis je vais vous reparler de la cuvette d'arrosage en 2 minutes. On remplit la cuvette d'arrosage après la première semaine, à la plantation. On laisse couler. Si ça a coulé, on recommence encore une deuxième fois. Et par la suite, on remplit la cuvette d'arrosage à peu près à toutes les semaines. OK? Ou 2 fois s'il fait très chaud. Puis, passé les 2 premières semaines, on commence à y aller 1 fois tous les 2-3 semaines. OK? Donc, on surveille vraiment les 2 premières semaines. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La plante, elle n'a jamais été conçue pour se déplacer. Surtout à racines nues, encore moins à racines nues. En mode, c'est moins pire, mais en racines nues, c'est très important. Donc, il faut veiller au grain. C'est ça. Oui. Et donc, l'arrosage, il est plus fréquent suivant le type de sol. Si vous êtes dans un sol sablonneux, ça retient un peu à l'eau, donc il faut arroser un peu plus. Et les conditions climatiques. S'il ne pleut pas, il faut arroser un peu plus. Et ça va très bien. La fameuse cuvette, ça correspond un petit peu à ce que tu expliquais au début, l'espèce de 2 fois la grandeur de la motte. La cuvette n'a jamais 2 fois la grandeur de la motte. OK, c'est moins que ça. Donc, la cuvette, qu'est-ce que la cuvette d'arrosage? C'est qu'on va prendre de la terre, puis on va faire un bourrelet autour du collet, OK, pas très loin du collet.
L'idée, c'est que l'eau doit rester dans la motte. Si vous faites votre cuvette d'arrosage trop large, okay, c'est-à-dire dans la largeur du trou, l'eau va couler le long de la motte. Okay? Pour des questions compliquées de granulométrie, là, je ne vous rentrerai pas là-dedans. Non. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu où est sa motte et on va s'organiser pour que la cuvette d'arrosage soit à l'intérieur de la motte. Juste au-dessus. Okay? C'est Donc, bien quand logique. on arrose la motte, c'est-à-dire les racines. C'est là qu'il faut arroser. C'est pas la terre autour, là, c'est les racines. Parce qu'après ça, la terre autour va s'arroser. Donc le 2 fois, ça ne tient pas. Là. Non, c'est vraiment la motte. C'est très 2 clair. fois, c'est pour les racines, pour pouvoir travailler. Oui. Puis, c'est la motte quand on fait la cuvette d'arrosage. Souvent, les gens, ils vont faire la cuvette d'arrosage. On peut la faire avec de la terre ou avec du paillis, c'est pareil. Elle irait jusqu'à l'établissement complet de la plante. OK? Pour les mini-mottes puis les arbustes, c'est environ 1 an. Au bout d'1 an, on peut l'enlever, ça n'a plus de problème. Pour les gros arbustes puis les arbres de petit calibre, c'est 2 ans qu'on la garde. Puis quand on a des arbres de gros calibre, c'est de 2 à 4 ans qu'on peut garder la motte. Bon, quand même. Et tu l'alimentes, comme tu as dit tantôt, là. Dépendant de la température, sec, quand on voit que c'est sec, quand on voit que ça en a besoin. C'est-à-dire qu'on continue à concentrer les racines. Pourquoi? Parce que dans une grosse motte, la plante a besoin de beaucoup d'eau pour s'humecter. Oui. Et pour les arbres de gros calibre, c'est ceux qui restent 2 à 4 ans. Au bout de 2 ans, à tous les 2 ans, on refait. Et on l'élargit un petit peu parce que les racines ont grossi. Là. Mm-hmm. Mais si vous voyez que votre arbre est en pleine santé, il va bien, vous pouvez l'enlever, là. Tu sais? Si c'est repris, tout va bien, vous pouvez l'enlever. Sauf que ça vous aide un petit peu, parce que c'est difficile d'arroser des arbres. Là. Donc, pour les arroser, surtout ils sont dans le gazon, pour vraiment les arroser comme il faut. Là. Oui. Petit détail, quand vous arrosez vos arbres, ne vous fiez pas à votre système d'irrigation de la pelouse. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même temps. OK? Donc, il faut vous assurer qu'il y a bien de l'eau sur les racines. Bon, alors nous voilà bien informés. Je suis très contente. C'est une belle explication, ça, pour la fameuse cuvette d'arrosage. Oui, la cuvette d'arrosage, c'est à l'intérieur de la motte, jamais à l'extérieur. Sans ça, ça ne marche pas. Tu passes à côté de ta cible. Vous le verrez sur le dessin sur le site radiolégumes.com. C'est ça. Et quand est-ce qu'on doit commencer la taille de formation? Ça fait peur à plusieurs personnes, mais si tu nous expliques ça simplement, on est ouvert à la question. Pour les plantes en pot puis les plantes en motte, pas au moment de la plantation. Tu laisses faire? On laisse faire. OK. On supprime les branches abîmées, on supprime ce qui ne marche pas, quoi que ce soit, mais on ne commence pas. On s'est rendu compte que si on attendait une année que la plante reprenne, on avait un meilleur résultat dans la taille de formation. On l'explique de la manière suivante. La plante, je reviens toujours au début, n'a pas été faite pour être déplacée. Et donc, est-ce qu'elle fait, excusez l'expression, elle rush en Moses pour aller faire des racines? Et là, tu lui dis, ma grande, je t'envoie, tu vas faire des racines, mais en plus de ça, tu vas me faire une belle tête. Mm-hmm. Tu vas me faire une belle tête bien formée. C'est trop de travail. C'est un peu beaucoup pour une plante qui n'a pas été, je me répète 1000 fois, mais qui n'a pas été conçue pour être déplacée. C'est pas sur des roulettes. OK? Donc, c'est ça vraiment le problème. Donc, on dit maintenant d'attendre une année que la reprise soit totale et là, on commence la taille de formation. Donc, les plants sont suffisamment stressés comme ça, là, pour ne pas en leur en donner plus. Mais c'est vrai. C'est la nature. Ouais, on peut diriger, tailler un peu, palisser après la première année, là, mais avant la première année, juste le palissage peut se faire parfois. Le palissage consiste à diriger des branches sur un support, sur un support de métal. On peut le faire parce que les branches sont jeunes, on peut le faire. Mais on ne fait pas de taille de formation, là. Comment c'est de taille de formation compliquée, là, on ne touche pas à ça. Fait que tu les diriges quand elles sont souples, si tu veux, dès le départ. C'est ça. Ben voilà qui complète ce balado. Bertrand, merci beaucoup. C'est des belles informations techniques qui nous aident à ne pas rater notre coup. Ben, c'est important la plantation parce que d'abord, ça coûte cher, les arbustes. Hein? Ça coûte plus cher qu'une petite annuelle. Puis tu rêves à ça, là? Puis tu perds la première année parce que tu perds ton plan. Ben, c'est ça. C'est beaucoup de travail. Alors, on vous invite à nous suivre. Si vous avez raté des balados, vous pouvez vous reprendre comme vous voulez, la nuit, le jour. C'est disponible. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com, vous cliquez sur « Subscribe ». Vous restez comme ça informés des nouvelles parutions parce qu'on en a encore beaucoup qui s'en viennent. On remercie Garant, notre commanditaire, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et Charles, son frère, pour l'assistance technique. Portez-vous bien. Continuez de jardiner, de rêver à tout ce qui va pousser dans votre jardin. Plantez des arbres fruitiers parce que dans quelques années, vous pourrez vous pencher sous l'arbre et récolter le fruit de votre travail. Le bonheur. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Janine. Bye-bye. À la prochaine.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.